Bienvenue dans cette édition d'Euronews Soir pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce journal. Aggravation de la crise diplomatique entre l'Italie et la France qui rappelle son ambassadeur. Paris dénonce des attaques sans précédent et des déclarations outrancières de la part de Rome. Dans l'actualité également, le contre-la-montre de Theresa May qui était à Bruxelles aujourd'hui pour tenter de sortir de l'impasse sur le Brexit avant la date fatidique du 29 mars. Conséquence du Brexit, la Commission européenne vient justement de revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour la zone euro pour 2019. Et puis du cinéma avec la 69e édition du Festival international du film de Berlin. 400 films seront projetés et cette année, ce sont les femmes réalisatrices qui sont à l'honneur. Je vous le disais en titre, rien ne va plus entre la France et l'Italie. Après des accusations répétées, des attaques sans fondement et des déclarations outrancières selon Paris, la France juge que la situation est grave et rappelle son ambassadeur en Italie. Cette crise diplomatique suscite de nombreuses réactions en Europe et dans le monde. Cette fois, c'est une vraie crise diplomatique entre la France et l'Italie. Le gouvernement français a pris une mesure radicale. Il a rappelé son ambassadeur en Italie, du jamais vu depuis 70 ans et la Seconde Guerre mondiale. Il faut dire que le gouvernement italien est cette fois allé très loin dans la provocation, avec cette rencontre entre le vice-président du gouvernement italien, Luigi Di Maio, et des Gilets jaunes en France ce mercredi. Pour le Quai d'Orsay, c'est une ingérence, tout simplement. La France a fait depuis plusieurs mois, selon ce communiqué, l'objet d'accusations répétées, d'attaques sans fondement, de déclarations outrancières que chacun connaît et peut avoir à l'esprit. Cela n'a pas de précédent depuis la fin de la guerre. Après le rappel de l'ambassadeur français, Matteo Salvini et Luigi Di Maio ont fait un pas en arrière ce jeudi soir et se sont dit disponibles pour dialoguer. En janvier, Di Maio avait affirmé que la France continuait d'appauvrir les États africains. Le même mois, Matteo Salvini avait dit espérer que les Français se débarrassent vite d'Emmanuel Macron, un très mauvais président, ce à quoi la ministre des Affaires européennes française avait répliqué. Notre intention n'est pas de jouer au concours de celui qui est le plus bête. Les Italiens, désormais, se disent prêts à calmer le jeu, donc. Mais c'est un peu tard et le mal est fait entre Rome et Paris. C'est un remue-ménage politique qui pourrait aussi avoir des conséquences lors des élections européennes en mai prochain. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur italien se dit prêt à débattre de questions fondamentales. Et parmi ces questions fondamentales, certaines constituent des désaccords de fond, souvent anciens, entre les gouvernements français et italiens. Il porte d'abord sur la politique migratoire européenne, mais pas uniquement. Entre l'Italie et la France, de vieux contentieux économiques existent, comme par exemple le chantier emblématique de liaison ferroviaire entre Lyon et Turin. Une poignée de main en trompe-l'œil. Les relations entre la France et l'Italie n'ont cessé de se dégrader depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement italien jusqu'à ce soutien de Rome aux Gilets jaunes. Depuis juin, les désaccords entre Paris et Rome sont multiples, comme l'explique Giorgia Orlandi, journaliste pour le service italien d'Euronews. Le dernier épisode, ce Di Maio qui a rencontré des candidats du mouvement de Gilets jaunes à Paris. Mais bien avec ça, il y a la crise des migrants avec, on se rappelle, en juin 2018, le cas de l'Aquarius, la France qui a accusé l'Italie de ne pas ouvrir le port. Là, l'Italie qui a répondu, il faut arrêter de renvoyer des migrants à Ventimille vers l'Italie. Mais bien avant ça, il y a le projet Lyon-Turin. On sait bien que la France voudrait bien continuer la construction du projet. L'Italie, avec le mouvement 5 étoiles, veut arrêter les projets. Il faut voir tout ça dans un contexte européen avec la France, avec Macron, qui est très pro-européenne, et l'Italie avec les mouvements populistes qui sont anti-européenne en fait. Y a-t-il d'autres raisons antérieures, économiques, politiques, qui expliquent aujourd'hui cette fracture entre la France et l'Italie ? C'est vraiment depuis la création de ces gouvernements des coalitions entre mouvements 5 étoiles, la Ligue, que les tensions sont devenues plus fortes, mais c'est aussi la première fois
qu'on a une remise en cause de relations historiques entre les deux pays. On se rappelle Di Maio et Salvini, ils ont attaqué la France pour la politique française dans le pays africain, avec Di Maio qui attaquait la colonisation de la France dans le pays africain, mais aussi Salvini qui attaquait la politique française en Libye en disant que la France ne veut pas stabiliser la Libye pour des intérêts qui sont opposés à ceux de l'Italie. Mais aussi, il faut se rappeler que Macron avait fait l'éloge de Gentiloni juste 2 mois avant les dernières élections en parlant de relations particulières entre les deux pays. Le compte à rebours est lancé pour le Brexit. Dans 51 jours, tout juste, le Royaume-Uni est censé quitter l'Union européenne. La première ministre britannique était de retour à Bruxelles aujourd'hui pour tenter de sortir de l'impasse et trouver un accord. Le résumé de cette journée avec Romain Gauguelin. Le président du Conseil européen Donald Tusk estime que les entretiens qu'il a eus avec la première ministre britannique n'ont abouti à aucune avancée substantielle sur le dossier du Brexit. La majorité du Parlement britannique exige de Theresa May qu'elle modifie le dispositif du backstop, ce filet de sécurité qui vise à éviter le rétablissement d'une frontière en Irlande. J'ai expliqué très clairement que nous devions obtenir des modifications légalement contraignantes à l'accord de sortie et répondre aux inquiétudes du Parlement sur le backstop. Avec ces changements apportés au backstop, ajoutés aux efforts que nous poursuivons sur les autres dossiers et notamment sur les droits des travailleurs, nous obtiendrons une majorité au Parlement. C'est l'objectif, ce ne sera pas facile, mais le président Juncker et moi-même avons convenu que les pourparlers vont commencer pour trouver une solution. Donald Tusk indique ce jeudi que les discussions vont se poursuivre alors que la veille il avait évoqué la place en enfer qui était selon lui réservée aux partisans du Brexit. Theresa May n'a pas apprécié. J'ai évoqué avec le président Tusk les propos qu'il a tenus et qui ont troublé les Britanniques. Je lui ai dit que nous devrions tous les deux nous efforcer à faire en sorte que le Royaume-Uni et l'Union européenne entretiennent à l'avenir des relations étroites et qu'il devrait se concentrer sur ce point. De son côté, le député européen Guy Verhofstadt estime que la solution serait de modifier la déclaration politique qui doit guider les négociations pendant la période de transition. Si la question du backstop telle qu'elle est prévue aujourd'hui dans l'accord de retrait pose problème, notre proposition est d'essayer de résoudre le problème dans la déclaration politique. Depuis le premier jour, nous sommes ouverts en tant que Parlement à une amélioration de cette déclaration politique pour rendre cette déclaration politique plus contraignante. Quelles que soient les modifications apportées à l'accord de sortie ou à la déclaration politique, Theresa May devra obtenir le soutien de la Chambre des communes. Face aux divisions des conservateurs, certains analystes évoquent l'hypothèse d'un accord de circonstance avec les travaillistes pour valider un accord avec Bruxelles. Il reste moins de 2 mois avant la date de départ du Royaume-Uni de l'Union européenne qui est prévue le 29 mars. Theresa May répète qu'elle fera en sorte que le Brexit ait lieu dans les temps. Tous les voyants sont au rouge avec le Brexit. La Banque d'Angleterre redoute désormais un risque de récession accrue. Les explications de Maxime Bios-Duplan. L'économie britannique n'est pas encore prête à un Brexit sans accord. Déclaration du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre qui a abaissé ses prévisions de croissance pour 2019 à 1,2% contre 1,7% selon ses précédentes prévisions de novembre. Le brouillard du Brexit provoque une volatilité à court terme des données économiques et plus fondamentalement, il crée une série de tensions dans l'économie, des tensions pour les entreprises. Bien que de nombreuses entreprises intensifient leurs plans d'urgence, l'économie dans son ensemble n'est toujours pas préparée à un no deal, une sortie sans transition. L'incertitude elle-même est l'un des facteurs qui déterminent les perspectives actuelles de croissance et d'inflation. Le tout dans une ambiance globale qui n'est pas bonne, avec une économie mondiale qui a continué de ralentir ces derniers mois à cause notamment du resserrement monétaire et financier aux États-Unis et en Chine et de la tension entre ces deux pays.
La Commission européenne revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour la zone euro. Le recul de l'activité est particulièrement marqué en Allemagne, en Italie et en France. Pour l'ensemble de la zone euro, la Commission européenne table sur une croissance de 1,3% en 2019 contre 1,9% lors de ses prévisions publiées le 8 novembre dernier. La Commission a tenu compte de la situation économique globale et prévient que le Brexit et le ralentissement chinois pourraient rendre les choses plus difficiles encore. À cela s'ajoute l'instabilité politique en Italie, la contestation sociale en France et bien sûr le conflit commercial avec les États-Unis. Ce conflit est une source d'incertitude pour l'industrie automobile allemande qui est un facteur essentiel de la croissance économique de la première économie européenne. Selon les prévisions de l'exécutif européen, la croissance française en 2019 atteindra 1,3%, soit un recul de 0,3% par rapport aux prévisions de l'automne dernier. La Commission européenne prévoit par ailleurs pour 2019 une croissance de 1,1% de l'économie allemande et d'à peine 0,2% pour l'économie italienne. En Russie, Vladimir Poutine, dont la popularité est en baisse, peut compter sur un soutien inattendu, celui de sorcières qui veulent lui transmettre leur énergie mystique. Elles ont réalisé un de leurs plus puissants rituels pour lui venir en aide. C'est un soutien, pour le moins inattendu, que reçoit le président russe. Alors que la popularité de Vladimir Poutine baisse, des sorcières se sont réunies pour réaliser l'un de leurs plus puissants rituels, le cercle de pouvoir. Leur but, transmettre leur énergie mystique au président russe. Montre ta grandeur, le pouvoir de la Russie directement à travers Vladimir Poutine et à travers mes mots. Respire, terre-mère, embrasse la Russie. C'est une action concrète, un acte de magie qui vise à améliorer la qualité de la Russie sur la planète Terre et bien sûr pour aider le président. La confiance des Russes en Vladimir Poutine a atteint son plus bas niveau en 13 ans, à 33,4% selon un institut de sondage russe. Un revers pour le Kremlin qui s'évertue à polir l'image du président et veut en faire le sage père de la nation. Mais le taux de satisfaction à son égard reste haut, à plus de 60%. Facebook, sanctionné en Allemagne par le gendarme de la concurrence. En cause, la collecte des données personnelles de ses utilisateurs par des sites tiers ou des filiales comme Instagram ou WhatsApp. Les détails avec Maxime Bios-Duplan. Coup dur pour Facebook en Allemagne. L'autorité de régulation de la concurrence vient de lui interdire de contraindre ses utilisateurs à accepter une collecte quasiment illimitée de leurs données via ses applications Instagram ou WhatsApp. Avant 4 mois, Facebook devra modifier ses conditions d'utilisation et demander leur accord explicite à ses usagers. Facebook a annoncé avoir l'intention de faire appel de cette décision. Le groupe californien déclare avoir déjà modifié ses paramètres de confidentialité il y a moins d'un an pour les mettre en conformité avec le règlement européen de protection des données, le RGPD. Facebook estime enfin devoir relever de l'autorité irlandaise de protection des données et non de celle de l'Allemagne. L'événement culturel de cette fin de semaine, c'est l'ouverture ce soir de la Berlinale, le festival de cinéma de Berlin, un festival ouvert au public qui cette année met les femmes réalisatrices à l'honneur. Les femmes sont plus que jamais à l'honneur de la Berlinale qui s'ouvre ce soir. Le festival de cinéma de Berlin est à l'heure des préparatifs de la cérémonie d'ouverture. Cette année, le jury est présidé par Juliette Binoche et la sélection fait la part belle aux réalisatrices. Le fait est que Berlin a visiblement fait un effort réel et délibéré pour mettre beaucoup de femmes en compétition. 7 des 17 films, soit 41%, sont réalisés par des femmes. C'est beaucoup mieux que ce qu'ont fait tous les autres grands festivals. À Venise l'année dernière, il n'y avait qu'une seule réalisatrice parmi 17 ou 18 films. C'est The Kindness of Strangers de la danoise Lone Scherfig qui ouvre la compétition ce soir. L'histoire de 4 personnages en crise à New York, avec l'actrice américaine Zoé Kazan et le français Tahar Rahim. À la différence du festival de Cannes, à la Berlinale, le public peut venir voir les films. Alors certains ont fait le pied de grue toute la nuit pour acheter des billets.
J'ai retrouvé des gens, on a dîné, on a discuté. Il y a des gens que je n'avais pas vus depuis 1 an, alors c'était une soirée agréable. Moi je dors ici sans problème, j'ai dormi plus de 7 heures profondément. Plus de 300 000 tickets ont été vendus l'année dernière pour le festival. Cette année, dans les différentes catégories, en compétition ou pas, 400 films vont être projetés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews et les réseaux sociaux. Très bonne soirée. À demain.